Ouais, ce que j'allais dire, je vais balancer des dossiers sur la daronne, là. Elle est pas si daronne que ça. Moi, c'était ma roommate à NFC, à la Non-Fungible Conference à Lisbonne l'année dernière. Si vous voulez des dossiers, restez jusqu'à la fin. Elle est roommate partout. Hein. Elle est venue à San Francisco. Elle a été dormir chez Stéphanie. Elle va à Lisbonne. Elle dort avec toi. Justement, on va en parler parce que on va parler de la solitude numérique. Donc, des gens qui cherchent des amis. J'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir Camille Lambert, en direct de Paris, c'est ça Camille ? Tout à fait, de la belle place. Vous êtes tous en France, hein. Il y a personne de San Francisco à part moi. Et il y a Seb de Montmartre. Ouais, historiquement, je suis plus à Paris, je suis pas très loin. Mais c'est le Titi parisien. Il est connu comme le loup blanc à Montmartre, mais il nous appelle de Paris. Et puis Flavie, qui elle n'est pas à Paris, en direct de la West Coast française, en direct de Nantes. Salut les amis, comment vous allez ? Ça va trop bien. Première fois qu'on fait cette triplette là, je suis trop contente. On va parler de plein de choses cette semaine. On va parler des villes du futur. Il y a ce projet ici dans la Silicon Valley qui émerge et on commence à y voir un petit peu plus clair, qui s'appelle California Forever. Mais il y a des villes du futur qui émergent un petit peu partout sur la planète et ça va être l'occasion d'en parler. Alors, est-ce que c'est utopique ou dystopique ? On va débattre sur ce sujet-là ensemble. Et effectivement, comme je le disais, on va parler de la solitude numérique. On en parle de plus en plus. C'est un sujet, Flavie, dont tu voulais parler et tu nous as abreuvé de tout un tas de lectures et de littérature. On a même lu Philomague grâce à Camille aussi, qui nous a partagé un article sur le sujet. Donc on va parler de cette solitude numérique qui envahit nos sociétés modernes. Et puis on fera un petit point sur la conquête de l'espace, Camille, puisque ça c'est ton dada. Il se passe plein de choses. La France n'aurait pas dit son dernier mot dans cette conquête de l'espace. En tout cas, est-ce que c'est le dernier râle avant de mourir, ou est-ce qu'il y a un vrai projet derrière ça ? Et puis, Seb, tu voulais nous parler aussi des véhicules électriques qui n'ont pas vraiment la cote. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je checkais le cours de bourse de Tesla. C'est pas cool. J'avais pas fait gaffe parce que j'ai lu Tesla dans mon portefeuille et effectivement, c'est pas la joie chez Tesla. T'as perdu 60%. Avant de rentrer dans cette émission, je voulais faire un petit clin d'œil à l'agence Dilm. Je les montre là à l'écran, ils sont absolument géniaux. C'est eux qui ont fait les génériques de Silicon Carnet. Vous l'avez vu, le nouveau générique de Silicon Carnet ? Canon. Hein. Il est génial. Ils ont refait toute la charte graphique de Silicon Carnet. Ils connaissaient parfaitement l'esprit de Silicon Carnet. Ils ont proposé quelque chose que j'ai adoré tout de suite. Et ils ont fait un boulot remarquable. Et je veux saluer aussi Baptiste. Salut Carlos. Qui est mon monteur sur Silicon Carnet, qui fait partie de cette équipe de Dilm, que je salue et avec qui on fait un travail incroyable. Et il prend les rushs de chaque enregistrement et c'est lui qui rajoute tous ces petits trucs, toutes ces capsules hyper drôles. Il rajoute vraiment quelque chose, je trouve, au contenu de Silicon Carnet. C'est un vrai plaisir de travailler avec Loïc et Baptiste de l'agence Dilm. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Ils sont super talentueux. Ils sont à Lyon. C'est pas des Parisiens en plus. Et donc allez les voir. C'est des mecs géniaux. Voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil et leur dire un énorme merci. Voilà, merci à Dilm. Et tu me permets un petit big up, Carlos, à toute la communauté, là, Silicon Carnet, parce que ça chauffe aussi en backstage. On se prend des cafés, on se rencontre, il y a des gens qui nous contactent, c'est trop sympa. Ah ouais. Et on se fait des trucs aussi entre nous, entre invités et tout. Voilà, donc un gros big up à vous, parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui me contactent et je leur dis, tu me connais d'où ? De Silicon Carnet, voilà. Ah, génial.
Bah, et je rajoute un dans la catégorie dossier, ça va te faire plaisir. Stéphanie m'a prévenu qu'un des amis de son fils lui a dit que son papa regardait le podcast. Et en fait, son papa, c'est un des traders avec qui j'ai bossé pendant 10 ans à Hong Kong, qui est maintenant à Londres. Il te retrouve là dans Silicon Carnet. Et je peux te dire que clairement, c'est pas du tout l'auditeur que je m'imaginais écouter Silicon Carnet. Et je pense clairement que c'est parce que on bosse plus ensemble et qu'il aime bien m'entendre raconter des bêtises. Donc clairement, tu vois. Comme quoi. Écoutez, ça marche super bien. Moi, je suis super content. Les chiffres du podcast explosent. On a encore fait plus 15% ce mois-ci d'audience du podcast, et la chaîne YouTube, elle commence vraiment à s'installer. Les chiffres augmentent toutes les semaines. C'est absolument génial. Et moi, je prends énormément de plaisir à faire ça avec vous. C'est un bonheur de discuter de tous ces sujets, de brainstormer, de réfléchir au futur et à la tech, et avoir cette liberté de ton et d'avoir des gens qui réfléchissent librement. Merci à vous. Ça me fait grandir toutes les semaines, et j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à le faire avec moi. Allez, Michel Drucker, on commence. Allez, voilà, asseyez-vous sur le canapé rouge, on commence cette émission maintenant. Go yourself. Bon, alors, premier sujet, on va parler de California Forever. On en parlait la semaine dernière, la Silicon Valley a cette capacité incroyable à invoquer un futur crédible et excitant, comme je disais la semaine dernière. Mais cette ambition et cette vision quelquefois utopique est souvent critiquée, de plus en plus d'ailleurs maintenant. Et dans les projets tarés, puisque certains vont les considérer comme des projets flippants et mégalos. Je lisais un article de l'ADN grâce à toi, Flavie. Alors l'ADN, ça y est, ils sont devenus woke. Ça y est, c'est officiel, quoi, en fait. Moi qui lisais l'ADN, ça faisait un petit bout de temps que je les avais pas lus. Mais alors là, la ligne éditoriale a complètement changé de l'ADN. Parle justement de ces villes du futur. Et alors ils commencent sur Instagram. Je monte leur post sur Instagram. Des projets flippants et mégalos. Alors déjà, on t'explique qu'avant de rentrer dans le détail du truc, on te donne tout de suite la grille de lecture en fait du truc. Bref, il y a ce projet à 1 heure de San Francisco, entre San Francisco et Sacramento, qui s'appelle California Forever. C'est pas un projet qui est nouveau, ça fait 8 ans que les mecs bossent là-dessus. Ils ont levé 950 millions de dollars pour créer une ville from scratch sur un county, un comté de Solano que je connais bien, parce que quand je vais à Sonoma ou dans la Napa Valley, on traverse c'est vraiment une sorte de désert. Il y a strictement rien. C'est des terres agricoles plutôt arides. Et là, ils ont décidé donc de créer une ville from scratch. Alors c'est un projet qui effectivement au départ était assez secret, parce qu'on savait pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Comme je le disais, ça fait 8 ans qu'ils travaillent sur le truc, et ils ont commencé à acheter des lopins de terre à droite, à gauche. Il y a eu d'ailleurs pas mal de théories conspirationnistes où les gens disaient, mais qui est-ce qui est en train d'acheter ces terrains? Est-ce que c'est des puissances étrangères qui se cachent derrière ça, ou est-ce que ce sont des milliardaires de la Silicon Valley qui ont un projet complètement dystopian et qui vont nous pondre un truc, etc. Et en fait, j'ai écouté une interview du fondateur de California Forever, qui est un jeune un gars de la Silicon Valley, d'ailleurs qui est pas américain, je crois qu'il est d'Europe de l'Est. Il disait, en fait non, on l'a fait ça de façon secrète parce que on voulait pas créer de spéculation. C'est-à-dire que si on avait annoncé le projet, tout le monde se serait mis à vouloir acheter les mêmes terrains qui appartenaient à plusieurs propriétaires en même temps, et ça aurait créé une spéculation. Donc on était obligé de rester secret. C'est assez drôle de voir comment est-ce que on interprète tout d'un coup, en fait. Et donc maintenant, ça y est, ils ont cette surface. Alors une surface qui est assez importante, puisque la ville en question qu'ils essayent de créer va faire à peu près 2/3 de la taille de San Francisco. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit village. C'est un truc dans lequel ils veulent accueillir plus de 400 000 habitants. C'est une ville complètement nouvelle, from scratch. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On n'a plus fabriqué de ville aux États-Unis. Ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu de ville nouvelle qui a été créée from scratch. Petit tour de table. Est-ce que vous pensez que il est temps aujourd'hui de
bah oui, de fabriquer des villes. Je suis tellement fan de ce genre de projet. Je kiffe trop. Je pense que j'aurais voulu être architecte ou je jouais beaucoup trop à SimCity quand j'étais petite. Ah ouais, c'est ça, c'est SimCity, ouais. Quand j'ai vu tes plans là sur les notes, j'ai dit mais oui, mais merci. Donc déjà, je trouve ça assez beau qu'un projet tech soit très ancré, tu vois, dans nos vies quotidiennes et tout ça, dans notre bien-être et tout, parce qu'on reconsidère aussi le format ville. Dans notre usage entre l'écologie, l'aération, la montée de la température et tout. Je pense que c'est un sujet hyper important et d'ailleurs je trouve que c'est pas beaucoup de fond. Enfin bon bref, on en reparlera, mais et moi un truc qui m'a plu c'est Tu veux dire 950 millions, c'est pas énorme quoi. Oui, c'est ça. Ouais, pour fabriquer une ville. Ouais. Ça me surprend. Donc après, je trouve ça plutôt cool. Moi, je trouve, même si j'aime bien l'ADN par ailleurs, bon, je trouve pas ça non plus. Non, on les aime bien. Exagéré. Quand ils insistent un petit peu, on leur tire un petit peu les oreilles, mais on les lit. Et tu vois, il y a un truc qui me fait plaisir aussi, c'est réimaginer la ville sans la bagnole, parce qu'en fait, moi, je parle beaucoup. Mon père est un marcheur un peu, tu vois, des no man's land, et en fait, moi aussi, j'aime bien marcher comme ça dans les villes. Mais putain, mais c'est la galère de marcher dans les villes. Au bout d'une heure dans une ville, t'es dans des zones périurbaines, tu dois traverser des autoroutes. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte qu'en France, 95% des villes sont faites pour les voitures, et du coup, tu n'as pas du tout le loisir de les arpenter à pied ou à vélo et tout ça. Et voilà, je regardais sur tes plans, je voyais qu'ils avaient fait plus de place pour ça. Ouais, alors je montre les plans effectivement. C'est effectivement comme tu dis, c'est vraiment du SimCity, c'est-à-dire qu'ils comme c'est from scratch, ils ont réinventé complètement l'organisation de la ville. Regardez le plan, il y a effectivement un downtown qui est au centre de la ville. Il y a une zone professionnelle, industrie et technologie. L'idée aussi de California Forever, c'est de dire que la ville de San Francisco, elle est saturée, et puis elle est géographiquement limitée, puisqu'elle se situe entre le Pacifique et la baie. Elle ne peut pas s'étendre, et pour des raisons aussi sismologiques, on peut pas fabriquer des bâtiments très très hauts. Bon, il y a la Salesforce Tower, mais ça coûte un pognon pas possible. Et il y a une vraie crise de logement, et le logement coûte très très cher à San Francisco, les prix augmentent, il y a une gentrification aussi de certains quartiers à San Francisco, et il y a besoin de plus de logements, et c'est pas du tout une ville de riches. C'est aussi un des critères et des critiques qu'on fait à California Forever. Oui, c'est un projet qui est porté par des multimilliardaires, ils veulent fabriquer une ville pour eux, à 1 heure de San Francisco. Pas du tout, c'est des logements pour la middle class. Quand on regarde le projet, c'est ça l'objectif, pour essayer de désengorger San Francisco. D'ailleurs, les multimilliardaires, ils ne vivent même pas à San Francisco. Ils vivent dans des quartiers autour de San Francisco, dans des community gates, etc., etc. Et quand on regarde, effectivement, ils ont tout réorganisé pour faire en sorte que la ville soit mieux pensée, et que la voiture, effectivement, ne soit pas au centre de la problématique. Il faisait une remarque assez intéressante. Il disait, quand vous regardez les villes comme New York ou San Francisco, et c'est vrai aussi pour Paris, les quartiers les plus prisés par les gens, c'est les quartiers anciens qui n'ont pas été pensés justement pour les voitures. Par exemple, à San Francisco, ça va être Noé Valley. À New York, ça va être East Village. À Paris, je sais pas, ça pourrait être quoi, le 10e arrondissement ou l'île Saint-Louis. Le Marais, 2e, 3e, 4e, ouais. Ouais, voilà. Et donc, en fait, les gens, ils recherchent ce genre d'expérience de vie où on peut marcher, où on peut faire du vélo et des trucs comme ça. Et c'est ça qui manque. Et leur idée, c'est de fabriquer une ville qui ressemble un petit peu à ces quartiers, historiques, qui ont été conçus avant la voiture, parce que je pense qu'il y a eu un énorme lobby de l'industrie automobile pour fabriquer des villes qui accueillent finalement la voiture plus que les populations. Seb, ton point de vue là-dessus? Ouais, si la voiture est reine chez nous, qu'est-ce que c'est chez toi, Carlos? Je pense que c'est encore plus compliqué. Il y a plus de parking ouais. Il y a des villes. De toute façon, c'est simple aux États-Unis. Dans les villes, on considère l'humain comme un consommateur. Donc, soit on l'amène dans des centres commerciaux, ou comme un conducteur de véhicule, et on l'amène vers un parking. En fait, c'est les deux fonctions en fait de l'humain. C'est soit d'être un consommateur ou un conducteur de véhicule. Et là où tu es, c'est un des coins les plus européens des US. Mais si tu vas à LA, etc., tu peux rien faire sans bagnole, clairement. Donc moi j'aime bien le projet, mais du coup ça m'amène plein de questions. C'est effectivement 1 milliard, moins d'1 milliard, c'est tout petit. Donc j'imagine que c'est pour une première tranche. Et derrière, c'est quoi qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dans quel horizon de temps? Tu parles de middle class, ok, j'entends.
qui sont les premiers, tu vois, à mettre du pognon, en tout cas auprès de qui, c'est qui leur LPs, auprès de qui ils ont levé cette première tranche. Moi, ça m'intéresse de comprendre. Et avec, encore une fois, quel destin. Qu'est-ce qu'il veut raconter ? 950 millions, largement financés par, effectivement, des multimilliardaires de la Silicon Valley. On trouve des gens comme Andreessen Horowitz, Reid Hoffman, des gens comme ça. Je ne sais pas si Musk en fait partie. Donc clairement, c'est effectivement des multimilliardaires de la Silicon Valley. Ça peut paraître peu, mais en même temps, c'est pas mal, hein, 1 milliard. C'est pour financer la première phase, parce que c'est quand même un projet capitaliste, hein, on est d'accord. L'idée, c'est quand même de vendre de l'immobilier. C'est un projet immobilier, donc ça devrait générer du revenu, puisque l'idée, c'est que les gens achètent des logements sur place, que des industries s'implantent. L'idée aussi, c'est de créer de l'emploi. Non, il y a un vrai projet économique, hein, derrière, un vrai modèle économique. Il y a un truc qui me surprend, enfin que je trouve plutôt cool aussi par rapport au côté dystopique, c'est que c'est pas une ville bunkerisée pour les ultra riches, tu vois. Et parce qu'on voit beaucoup ça dans les villes nouvelles. Et en fait, tous les projets là, The Line, je sais pas quoi. Et c'est ça aussi les critiques, je pense, que peuvent faire les gens. C'est, j'ai appris un nouveau mot du coup la semaine dernière, le long-termisme. C'est en fait une frange de gros tunés milliardaires, etc., qui vont surinvestir dans le futur, mais un futur souhaitable pour eux, quoi. Et notamment se créer des bunkers, faire des enfants aussi beaucoup pour repeupler, tu vois, mes versions en mode genre Elon Musk, post-apocalypse, quoi. Ouais, Elon Musk, il a 10 ou 11 enfants, je sais pas, enfin je savais même pas. Et donc il leur donne voilà, des il y a un numéros, peu cette critique même aussi de ségrégation, voilà, du côté des ultra riches qui se mettent dans des bunkers dorés, quoi, pour survivre dans. Alors c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement on fait l'amalgame entre les deux. Ces deux choses-là existent. T'as effectivement des ultra riches qui vont acheter des îles pour se bunkériser parce que ils pensent que l'apocalypse est pour bientôt et que ils veulent se préserver d'une révolution sociale ou d'un désastre nucléaire. Et j'en sais rien, quoi, en fait. C'est ce qu'on appelle les survivalistes. Ouais, les survivalistes, mais il y avait un autre terme là-dessus. Là, en l'occurrence, il y a d'autres projets, et c'est intéressant parce qu'on fait l'amalgame entre les deux, parce que là, c'est pas du tout un projet de bunkérisation. Par exemple, California Forever n'a pas pour ambition de créer aussi un espace qui aurait ses propres règles. Avec non, ça fait partie du county de Solano. Ça va être administré par le comté de Solano. Ça veut dire que le shérif de Solano va gérer la justice, la police, l'eau, tout un tas de trucs comme ça. Et ils ne veulent pas créer une communauté avec leur propre gouvernance. C'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le projet de California Forever. Mais quand on lit la presse, c'est effectivement ce qu'on lit. On a l'impression que c'est un projet d'ultra riches qui veulent se bunkeriser à 1 heure de San Francisco, alors que pas du tout. Sur les étapes du projet, tu posais la question, Sébastien. Ils ont donc effectivement depuis 8 ans acheté les terrains de façon un petit peu confidentielle pour les raisons que j'évoquais avant. Là, ils finissent le design du projet. Pour le moment, c'est un peu cheap, hein. Les mecs, ils ont levé 950 millions, mais j'ai du mal à trouver, tu vois, des vidéos, des plans très très détaillés du truc. C'est le budget, à mon avis, pré-Covid, hein. Parce que post-Covid, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes prix, tu vois. Ouais, c'est possible. Et là, ils ont un gros sujet pour 2025, c'est qu'il va falloir obtenir le permis de construire et l'aval des populations locales. Et c'est pas gagné. Ils sont en pleine bataille pour obtenir des signatures et tout un tas de choses comme ça, et tous les permis pour faire le projet. Je suis pas sûr que ce projet voit le jour, hein, d'ailleurs, hein. Étude environnementale prévue pour 2026, et puis le début de la construction en 2028. Donc en même temps, c'est assez proche, quoi. Camille, de ton côté, ça t'inspire quoi, ça ? Bah moi, pour le coup, j'ai eu la chance de faire un tour du monde, donc j'ai vu pas mal d'urbanisme dans le monde, on va dire. Et en fait, il y a 3 modèles de villes. Globalement, avant, on faisait du quadrillage. Et en Europe, on avait un autre modèle qui était la rue principale autour de l'église, autour duquel tu construisais le village au fur et à mesure. Les Américains, comme ils sont arrivés après, ils ont fait plutôt des quadrillages. Et en fait, il y a 3 façons de créer une ville. Soit tu rénoves, c'est quand tu fais une tentative, tu crées un quartier ou tu fais le Grand Paris, typiquement. Soit tu détruis, et on oublie quand même qu'il y a un pays qui a essayé de faire plein de villages ou plein de villes, c'est la Chine.
et qui en ce moment est en train de grandement souffrir de ce projet, puisqu'ils ont fait des villes au milieu de nulle part, en détruisant d'anciens villages et en asséchant des plaines et des choses comme ça. Ils ont fait d'énormes bâtiments, mais en fait, ils ont pas pensé les interactions d'humains, et en fait, ils ont fait ça sur des modèles théoriques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça qu'Evergreen part à la casse, parce que ils ont plein de logements, ils ont imaginé une utopie ou un futur pour la Chine qui aujourd'hui n'est plus possible, c'est-à-dire chaque personne a une voiture, chaque personne a 2 enfants, chaque personne héberge ses parents ou ses grands-parents, mais tu vois, la dernière fois, Flavie disait qu'on met maintenant les personnes âgées qui décèdent en Chine dans des cimetières numériques. Et donc, du coup, typiquement, bah, tu vois, t'as fait un projet de cimetière dont t'as plus besoin d'un coup. Et après, t'as le troisième modèle, c'est le modèle from scratch, qui est le modèle utilisé aux États-Unis et beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, et Émirats Arabes Unis et tout ça. Dubaï avec les fameuses îles qu'ils ont construites au milieu de nulle part. Là, je montre la vidéo de The Line qui est juste hallucinante. Hein. Seb, tu me disais que tu découvrais ce truc-là. T'as vu un peu le machin, quoi. En fait, c'est. C'est absolument dingo. Ouais. C'est génial ou terrifiant. Enfin, oui. Terrifiant. Ce qui est flippant, c'est qu'on oublie, c'est que, par exemple, au sein de l'Europe, moi j'ai vécu à Londres. À Londres, tu vas partout à pied et au bout d'une heure, tu trouves toujours pas l'autoroute. Tu vois, moi pour le coup, je pouvais marcher des heures et des heures entre 2 stations de métro. À Londres, t'as 10 minutes minimum de marche. Quand à Paris, t'as 2 minutes. Et quand à San Francisco, à mon avis, t'as une demi-heure, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a rien. Et donc vraiment, c'est intéressant ce modèle. Après, je pense que là, ils sont dans la réalité du projet. C'est que toi, en France, quand tu veux créer une ville ou quand tu veux changer ta maison, t'as le plan d'urbanisme, le PLU, qui te dit les zones inondables, les zones constructibles, l'herbe à vache. Et j'imagine qu'aux États-Unis, il y a un peu la même logique. Et donc là, eux, je suis pas sûre qu'ils aient pris toutes ces dimensions-là dans leur prise en compte de projet. Et du coup, qu'ils se sont dit, ils vont devoir faire du lobby à mort pour faire changer des règles pour que certaines... Et ils sont plein dedans, là. Et puis, il y a un autre truc ici, en Californie et aux États-Unis de façon générale, c'est que bien évidemment, ces terres-là sont des terres de Native Americans, d'Indiens, quoi. Et donc, ils se tapent en plus la réaction des justement de cette population-là, qui... tout d'un coup considère que c'est presque des terres sacrées et que voilà. Donc non, c'est loin d'être gagné. The Line, c'est super intéressant. Le projet est encore plus révolutionnaire, hein, puisque c'est une ligne de 170 kilomètres. En fait, c'est presque une termitière, hein, cette histoire-là, quoi. On veut préserver l'environnement, puisque donc on fait une ligne qui aura beaucoup moins d'impact, comme tu dis, Camille. Les villes se sont construites de façon horizontale et ont entamé beaucoup l'espace et l'environnement. Et là, l'idée, c'est justement d'avoir le minimum d'impact. Moi, ce que je trouve très intéressant, et je pense que là aussi, il faut avoir une lecture. Je parlais avec quelqu'un qui vit à Dubaï, qui disait vous nous faites marrer, les Européens. Vous parlez de préserver l'environnement. Vous avez toujours ce mot-là à la bouche. Il faut faire des choses pour préserver l'environnement. Mais nous, l'environnement, il n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on vit dans le désert, donc on n'a rien à préserver. Et donc nous, on crée en fait un environnement from scratch. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose de vivable à base de technologie, parce que nous, on n'a rien à préserver. Et donc ça, c'est intéressant aussi de regarder la différence, d'appréhender l'environnement selon qu'on soit en Europe, aux États-Unis ou dans des pays comme ça. Bah, appelle-moi quand tu vois une ville artificielle un peu stylée, un peu New Age à côté d'un spot de surf, hein, Carlos, parce que là c'est quand même désespérément. Ils vont y arriver. Tu sais que là, le projet The Line, ils ont même pensé faire une sorte de station de ski pas très loin. Il y a une zone rocheuse à plus de 2000 mètres d'altitude. Et un des projets aussi, c'est de fabriquer une station de ski, hein, et de recréer de la neige, etc. From scratch. Et il y a un truc hyper intéressant. Moi, j'adore les manipulations de la météo. Il y a plein de projets aujourd'hui dans le monde qui existent pour essayer de créer de la pluie, de créer du vent, de créer du beau temps. C'est ça. C'est ce que disent ces sociétés, ouais. Et en Chine, dans le projet de Jinping, il a mis un truc hyper intéressant. Il a dit que en 2030, il aimerait être capable de créer sur 50% du territoire de l'eau à la demande, de la pluie à la demande. Et c'était le premier, je crois, numéro d'Epsilon qui en parlait très bien. Et en fait, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, il y a déjà plein de méthodes pour faire de la pluie. Et d'ailleurs, c'est pas mal utilisé dans les pays du Moyen-Orient et des choses comme ça. Donc en fait,
je pense qu'il y a plein de choses qu'on voit pas arriver. Donc, si tu es capable de modifier la température, l'environnement, par exemple, si tu es capable de faire pousser n'importe quoi, n'importe où, parce que si tu arrives à faire pousser des fraises sur Mars, t'imagines bien que tu peux les faire pousser dans un désert, dans un biopode, par exemple. Ça, c'est le projet de Interstellar, hein. Bah c'est ça, voilà. Et donc en fait, tu te dis que du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'avant, tu pouvais que agir sur la ville, mais maintenant, t'as tellement de choses tech que finalement, même un environnement hyper hostile, tu peux le rendre presque vivable. Et donc, à un moment donné, vous verrez, on aura des guerres, parce que quand tu déclenches la pluie sur ton pays, forcément, le pays d'à côté, vu que le nuage, il y a plus d'eau qui tombe. Tu l'enlèves à quelqu'un, quoi. C'est une ressource limitée, quoi. On va te traiter de techno-solutionniste pour faire de la pluie avec l'humidité de l'air, etc. Là. Ça plaît pas à tout le monde, tu sais. Ah bah je sais bien, mais ça existe déjà. Et ce qui est marrant, c'est que Xi Jinping est le seul qui l'ait mis dans son projet pour la société chinoise en 2035. Mais Seb, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que les gens qui traitent en fait ces projets de techno-solutionnistes sont des gens qui sont déjà très privilégiés finalement par l'environnement. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire ouais, c'est du techno-solution, mais quand tu vis dans le désert et que t'as rien, quoi, en fait, que tu cherches des solutions pour ton futur, tu peux pas compter sur une météo clémente. D'accord, moi je suis pas pour la décroissance. Hein. Effectivement, quand tu gagnes 3, 4, 5 000 euros par mois, tu peux perdre 30% de tes revenus. Quand t'es à 300 $, tu peux pas. Faut mieux faire ta fraise de Plougastel, reproduire l'environnement de la terre de Plougastel dans le désert plutôt que de la faire venir par hélicoptère ou jet privé dans les pays du Moyen-Orient, toi. Si tu le débat de la tomate espagnole ou tomate française sous serre. Go yourself. Alors quand on revient à The Line, et ce qui est pas du tout le cas de California Forever, moi ce qui me fait très très peur là-dedans, et ça fait une bonne transition sur le deuxième sujet qui est sur la solitude et le problème de la solitude, c'est que on a vraiment l'impression de villes sont des fourmilières, quoi, en fait. C'est-à-dire que les gens, l'idée c'est de densifier la population sur une zone très très restreinte et d'optimiser la vie, mais on vit plus à l'extérieur, quoi. On vit dans cette ligne là, qu'en fait dont on sort pas, où tout serait prévu, où l'environnement aurait été optimisé, et on a l'impression qu'on n'a plus à sortir finalement de sa ville. Ce qui m'amène à ce deuxième sujet qui est cette idée de solitude. Pourquoi tu voulais parler de ça, Flavie? Bah écoute, ça a accroché mon œil parce que quelque part j'ai l'impression que moi j'encourage ça. En fait, avec tout mon mouvement un peu solopreneur. Mais oui. Il y a marqué solo sur ma casquette, c'est pas pour rien, c'est un de mes mojos aussi. Et en fait, je me faisais la réflexion que j'étais super heureuse dans ce mode de vie, qui est un mode de vie de solitude choisie, qui est la fractionnalisation du travail, où en fait, en tant que freelance solopreneur, on choisit les gens avec qui on veut travailler, on en a marre des collègues subis, du chef qui fait chier, etc. Et du coup, on est hyper heureux. Mais tu vois, la monnaie de la pièce de ça, c'est un peu jusqu'où ça va. Est-ce qu'on contribue pas aussi au fait que les gens s'isolent? Et puis, par ailleurs, je pense que vous le voyez bien dans nos sphères un peu tech, digital et tout ça. Et nous, on était en plus dans le Web 3, ce truc-là. On a vu l'émergence des communautés. C'est hyper flagrant. C'est que les gens, en fait, même s'ils sont bien entourés, et même nous, en fait, on se sent parfois très seul, professionnellement. Par exemple, moi, je suis solopreneur au milieu de salariés. C'est pas simple tous les jours, voilà. Donc bref, ça a accroché mon œil et je me suis dit jusqu'où je vais dans le délire et est-ce que c'est pas un peu problématique aussi si tout le monde choisit son temps off. Et on en revient à un des sujets de l'article qui est trop bien, c'est la scheduling fatigue, où en gros, c'est trop chiant. Tu veux aller boire une bière avec quelqu'un, faut t'y prendre 3 mois à l'avance, quoi. Et t'es là, en fait, on a tellement optimisé. C'est ton chat qui fait bouger la caméra, là? Ouais, je suis désolée. Je vous demande de vous arrêter. En forme. Tu lui as pas donné à manger avant l'émission? C'est quoi? Non, mais tu sais, alors elle, c'est pas l'air de la solitude, quoi. C'est vraiment, dès que je fais une visio ou un live, elle vient, quoi. Okay. Mais, donc voilà, bon, tu vois, je me dis, c'est cool la solitude choisie et le bien-être et tout ça, mais au bout d'un moment, du coup, si toi, quand t'as besoin des autres, ils sont pas dispo, c'est dur. Quelques chiffres, Flavie, pour argumenter ce que tu es en train de dire. D'après la Fondation de France, 1 personne sur 5 déclare se sentir régulièrement seule. 20%. En 2023, 1 Français sur 10 se trouve en situation d'isolement total. C'est-à-dire que on a quand même 10% de la population qui considère que ils ne font aucune rencontre avec des personnes issues de leur sphère professionnelle, familiale
ou amicales. C'est-à-dire que des gens, il y a quand même 10% de la population en France qui n'a pas d'amis. 0. Donc ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a prôné une société de plus en plus connectée et dans lequel les gens se voient de moins en moins, quoi, en fait. En gros, c'est à peu près ça le constat qu'on fait aujourd'hui. En 2011, les gens passaient 6h30 par semaine avec leurs amis. Et en 2021, ce chiffre il est tombé à 2h45. Et alors aux États-Unis, c'est pire encore. Dans les années 90, en gros, les Américains, dans les années 70, ils se voyaient 14 à 15 fois par an chez des amis. Dans les années 90, c'est tombé à 8. Et aujourd'hui, la moitié des Américains ont moins de 3 amis. Donc oui, les chiffres sont impressionnants. Et t'as la Fondation Jean Jaurès qui parle de sociose. J'aime beaucoup le terme. C'est grosso modo, on est dans une sorte de mise à distance de l'autre permanente. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Flavie, sur l'histoire du solopreneur, parce que moi, j'ai eu énormément j'ai adoré le confinement. Quand le Covid est arrivé, le confinement, j'ai trouvé ça super excitant. Je me suis organisé, un peu ce côté ermite avec mes livres, à ne plus voir les autres, l'enfer c'est les autres, comme dirait Sartre. Je me suis installé finalement dans ce truc-là. Et ce qui a été très difficile pour moi, c'est de sortir du Covid. C'est pas de rentrer dans le Covid. Il y a des gens qui ont énormément souffert du confinement. Et moi, j'ai pas réglé encore le problème. Aujourd'hui, je suis installé, j'ai tout mon matériel ici à la maison. Et quand je fais partie d'un coworking space, d'une sorte de membership qui est downtown San Francisco, j'y étais encore hier. Et le fait d'y aller, pour moi, c'est hyper douloureux. C'est vraiment, m'extraire de mon chez-moi et d'aller. J'ai l'impression d'aller à la salle de gym. Tu sais, Alors quand j'y vais, je suis super content d'y avoir été. J'ai rencontré plein de monde, etc. Mais l'acte de partir de chez moi, j'ai l'impression que je vais perdre du temps, que j'ai 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour revenir. Il faut que je me gare, machin, je suis pas sûr de ce que je vais trouver. Je vais diminuer ma productivité, même si je vais améliorer ma sociabilité. Mais moi, c'est très douloureux. On est sorti du confinement depuis déjà 2-3 ans. Et j'ai pas réglé ce problème-là, quoi. Il y a que Camille qui kiffe les coworking, je pense, dans ce groupe. En fait, la solitude pour moi, c'est un problème de riche. Quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a un chat. Moi, j'ai vécu un Covid seul, sans boulot, et je peux te dire que moi, typiquement, la solitude, au bout d'un moment, ça a ses limites, hein, parce que bon, tu lis, tu peins. J'ai fait un tour du monde, toi, toute seule. Donc, je sais ce que c'est. Tu fais du pain aussi. Je me suis mis à tout faire maison. Non, mais toi, moi, j'ai fait un tour du monde. Là, c'était de la solitude choisie. Mais ça n'empêche que j'avais 35 ans et je dormais en auberge de jeunesse pour rencontrer des gens. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu parles à personne, bah, tu deviens fou, en fait. Et donc, vous, c'est un choix. En fait, pour vous, c'est un bonheur parce que vous rentrez chez vous, vous avez des gens à qui parler, des humains et tout ça. Mais quand tu fais un multiple qui est que tu n'es pas en famille, que tes parents sont très loin, que tes cousins sont très loin, donc tout le monde a une vie à côté très prise. T'as un boulot où tu vois des gens de temps en temps, et ben en fait, moi j'ai besoin de voir de l'humain, sinon je pète un câble. Et c'est vrai que sans compter le fait que on est certainement dans des environnements et dans des maisons qui sont agréables à vivre, et que si tu vis dans un 30 mètres carrés à Paris, bah forcément t'es moins bien chez toi, et que t'es roommate avec 5 personnes à SF dans un appartement, non mais je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est certainement moi j'ai 72 mètres carrés sur le canal Saint-Martin, donc toi je considère que je suis pas du tout à plaindre, mais à la fin de la journée tu pourrais même me mettre dans un château, si j'ai pas d'humain à parler, je deviens fou en fait, parce qu'en fait, à un moment donné, tout ce temps, en plus, moi, je gamberge beaucoup, donc je te dis même pas le massacre. Et justement, et du coup, c'est là où les deux mondes quand les deux mondes se rencontrent, c'est rigolo. Parce que vous avez l'impression que pour faire du scheduling, c'est très compliqué. Et moi, j'en ai aussi cette impression. Sauf que, à la différence de vous, c'est que moi, quand on m'annule un dîner, ça a un vrai impact sur mon emploi du temps, et que quelquefois il y avait à des périodes du Covid ou après quand j'ai voulu revoir des gens, les gens me disent bah c'est pas grave, j'ai annulé un dîner, on se revoit, et tu vois le prochain scheduling disponible c'est 3 mois plus tard. C'est dans 3 mois. Ouais. C'est ça.
Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas totalement sombre, parce que derrière cette néo-solitude, il y a des nouveaux usages qui émergent. Donc, j'ai parlé des memberships et des communautés, c'était incroyable de voir ça. Moi, j'ai dû le vivre dans le Web 3, c'est-à-dire bander, enfin avoir des amis dont je connaissais que les pseudos Discord pour comprendre qu'en fait que des liens numériques peuvent être très forts et qu'on peut travailler ensemble. On a fait du travail décentralisé, enfin des trucs un peu lunaires qui sont dus aux nouveaux usages. Il y a les collectifs qui se recréent, donc des nouvelles formes d'entreprise avec des freelances. Il y a le co-living, tu vois, entre personnes âgées ou alors pour partir en vacances entre travailleurs remote isolés. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi de nouveaux usages et que c'est cool, et c'est pas genre on est solo parce qu'on est égoïste et on dit fuck aux autres. C'est pas du tout ça. C'est juste que on veut choisir notre format parce que voilà. Mais moi je crois que je suis d'accord avec Camille. Je pense qu'il y a quand même une forme d'égoïsme. Parce que tu peux une te permettre. Société qui est c'est-à-dire que je lisais notamment grâce à l'ADN encore une fois, même si on leur reproche d'être un peu woke, mais ils disent pas que des conneries. Ils parlaient d'un service en Chine de location d'amis. C'est-à-dire que maintenant on en est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de solitude que il y a des services qui se créent sur ces problèmes-là, mais en même temps la tech elle est là pour régler les problèmes. Donc s'il y a un problème, d'ailleurs j'avais trouvé que le TGM était était pas dégueu. Je m'étais dit que je pourrais le conseiller à des freelances qui cherchent une spécialité. Ouais. Donc tu peux louer des amis, tu peux louer un ami qui n'en est pas un finalement pour aller faire du shopping, pour aller papoter, pour aller au cinéma. Alors un truc très intéressant, c'était pour se faire accompagner lors de visites médicales importantes. Je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que t'arrives un truc, t'as un problème de santé, souvent les rendez-vous médicaux ils sont en pleine semaine et comme il y a ce problème de scheduling, tu trouves pas des amis avec qui y aller, t'es seul, tu sais pas, je sais pas, toi par exemple Camille, une échographie ou un truc comme ça, tu te retrouves tout seul à y aller quoi en fait. C'est ce que j'allais raconter. Du coup, je vais faire full disclosure. Moi, je vais devenir maman mi-juin, et donc moi c'est un projet que je fais. Et tu vois, typiquement, on l'attend avec impatience ce bébé. C'est une fille. C'est ça. Ouais. Et tu vois, je suis censée accoucher mi-juin. Et moi, la grosse question, c'est que à quelle heure qui va être avec toi lors de l'accouchement? Bah c'est ça. Et en plus, tu vois, le 20 juin, typiquement, moi, du coup, j'accouche pas à Paris parce que le 20 juin, je sais que tous mes potes, même s'ils sont dispo, ils ont quoi? Les kermesses, les spectacles de fin d'année, les bilans. Ces gens sont pas disponibles. Ils vont tous me planter. Et donc en plus, ils vont s'en vouloir de me planter alors que je sais très bien que personne sera dispo. Attends, tu accouches quand, Camille? Le 20 juin. Mais Carlos, il va venir? Je vais venir. Ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment Camille, je serai là. Énorme. Camille, je te le dis, j'arrive en France le 16 ou le 17 juin. Camille, je suis là pour ton accouchement. Je te le promets. Je vais faire des photos. On va pas faire un vlog, hein, s'il te plaît. Non, je serai pas dans la salle, mais je serai là. Je serai là. Je viendrai à l'hôpital. Blague à part, tu vois, quand tu accouches où? En Bretagne. Bah justement. Ah non, merde, non, je peux pas. mais tu sais pourquoi j'ai fait ce choix. Tu peux pas accoucher à Paris, bordel. Bah non, mais tu sais pourquoi j'ai fait ce choix, parce que justement, je voulais pas mettre mes amis dans la difficulté de la position de dans la culpabilité. Voilà, et de la frustration, alors que moi je sais très bien qu'il y a zéro chance qu'ils y arrivent. Donc je veux pas je veux pas lui mettre la pression, mais du coup j'ai choisi d'accoucher en Bretagne et pour la blague mon papa sera là, mais tu vois comme il a Parkinson, du coup il peut pas prendre le bébé dans les bras typiquement, tu vois. C'est des choses très pratiques. Il peut pas me le sortir du berceau parce que c'est formidable. Ça va être un bébé secoué qu'en fait dès le premier jour. Ben non mais du coup tu vois, je suis en train de me dire de qui va être là si j'ai une césarienne et que je peux pas sortir mon bébé du berceau. Et si parmi nos auditeurs le 20 juin quelqu'un en Bretagne est disponible pour l'accouchement de Camille, please laissez un commentaire. Que vous soyez à Rennes, à Brest. Non mais allez-y quoi en fait. Non mais blague à part, tu vois, en fait non mais tu parles d'un vrai sujet, c'est intéressant parce que là on en parle comme si c'était un truc en Chine machin etc. Mais non, c'est de tous les jours. Mais blague à part cette histoire-là, je pense qu'il y a effectivement ça. Il y a la solitude, ça c'est clair. Des amis de moins en moins disponibles et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Effectivement, c'est vrai qu'on est de moins en moins disponibles parce qu'on a des agendas de malades. On fait plein de trucs de façon très égoïste aussi. Tout le temps qu'on passe sur Netflix, sur le canapé, tiens, il faut que je finisse ma série, ben c'est du temps qu'on passe pas avec les autres. Et puis alors là, c'est chez les Chinois, ils disent mais je veux pas me confier à mes proches.
Ça, c'est intéressant. Si tu te confies pas à tes proches, tu te confies à qui, en fait? Justement, je loue un ami à qui je peux parler de mes problèmes et qui va pas me juger. La peur aussi d'être déçu, c'est-à-dire effectivement de dire au moins là je serai pas déçu. Et puis il y a une forme aussi de compétition sociale, c'est-à-dire que avoir des amis, au moins là quand je le loue, enfin tu vois, il va pas me juger, il va pas juger la voiture que j'ai, les fringues que je porte, etc., etc. C'est assez. Là, par contre, c'est complètement dystopique. Hein. Moi, Après, je sais pas où est-ce qu'on va, les gars là. Hein. Il y a deux choses à regarder, tu vois. Il y a un truc qui est hyper rigolo, c'est que pourquoi tu veux pas tout dire à tes amis, c'est que les amis ils veulent les gens sympas, ils veulent les gens sans trop de problèmes, toi. Quand ça devient trop deep, maintenant globalement. Mais vous devenez américain en fait, hein. Non, mais, clairement. Vous devenez américain, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Moi, je pensais qu'en France, on était préservé de ça, mais non. Et deuxièmement, aux États-Unis, il y a que ça. Hein. Je vais te donner un deuxième exemple. Moi, du coup, je vais à beaucoup de mariages parce que mes potes se marient beaucoup, donc je dois faire 20 cadeaux de naissance et peut-être 5 mariages depuis 15 ans par an. Maintenant, je n'y vais plus parce qu'en fait, quand je vais ouais, mais toi, 20 moi, cadeaux je suis plus pendant. invité à un seul mariage. Hein. Moi, je suis invité à des enterrements. Non, mais toi, typiquement, moi, à chaque fois maintenant que je vais à un mariage, comme je suis seule, à chaque fois, la première remarque que je me tape, c'est t'es vraiment courageuse de venir toute seule. Et j'ai envie de dire, non seulement je suis courageuse, mais économiquement, c'est pas viable parce qu'en fait, je vais à un mariage où je paye une chambre d'hôtel toute seule, une voiture toute seule, où je ne pourrais pas boire parce que je suis Sam de moi-même, pour croiser le dimanche matin tous les couples en train de parler et de bitcher sur les mariés tranquillement. Et quand j'ai de la chance, il y a un célibataire à ma table. La réalité des faits, les 3/4 du temps, toutes les meufs parlent de leurs problèmes de PMA et de fertilité, ou de leurs problèmes de nounou, de poussette et de machin. Donc moi, comme je suis cool, je me suis informée sur les sujets pour pouvoir tenir la conversation, tu vois. Mais voilà. Mais donc du coup, je vais à ce mariage, ça me coûte 500 balles pour y aller. Je mets un cadeau 150 balles pour au final serrer personne, pas avoir bu et en plus me taper des remarques. Franchement, la prochaine fois, je prends un mec pour venir avec moi. C'est pas restez à la maison, restez à la maison. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Bah non, mais blague à part, j'y vais plus maintenant à cause de ça parce qu'en fait, c'est tellement punitif. Trop cher. Et le retour sur investissement n'est pas là. L'IA va nous apporter des trucs que la société ne nous apporte pas. Donc je pense à tout ce qui est assistant même d'un médecin, où tu auras une forme d'empathie que ton propre médecin n'a pas avec toi. Parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il comprend pas, parce qu'il va te dire va voir sur Google si tu comprends pas ce que c'est telle maladie. Et peut-être que oui, des gens se sentiront moins seuls. Tes 10% que tu évoquais, Carlos, enfin, ça sera un sentiment parce qu'ils seront toujours seuls. La machine ne leur apportera pas forcément tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais si à la fin de la journée, ils sont mieux dans leur basket, c'est pas plus mal, quoi. Et c'est moins cher qu'un psy. Hein. Ah, clairement. Ce que j'allais dire, c'est l'IA qui va faire l'ami imaginaire ou l'amant imaginaire. On en avait parlé dans plusieurs épisodes. Et moi, je suis d'accord avec toi sur la tech. Alors du coup, question éthique. Peut-on se faire du fric sur la solitude? Est-ce qu'il y a un nouveau capitalisme de la solitude? Enfin, la réponse est oui de toute façon, parce qu'il y a déjà ça, les applis de rencontre, etc. Oui. Voilà, pourquoi pas? Et si ça répond à des vrais problèmes, en tout cas, dans les problèmes identifiés, il y a tout ce qui va être scheduling, time, tracking, tout ça, ça va continuer d'être la folie parce que ça continue de nous filer entre les doigts et on n'arrive pas en fait à reprendre contrôle de notre temps et c'est de pire en pire, je pense, avec les écrans, etc. Donc ceux qui ont des idées là-dessus, moi je suis ça avec attention. Dans l'univers du freelancing, il y a plein de trucs pour traquer ton temps, pour le facturer, machin, c'est assez juteux. Et voilà, je pense que tous les trucs de synchronisation d'agenda avec l'IA, j'ai vu des trucs super intéressants. Donc je vous mettrai peut-être dans les notes parce que je me rappelle pas de tout. Mais maintenant, il y a des agendas intelligents qui s'occupent de tout, quoi, en fait, de te programmer des tâches de travail profond pour que tu travailles, pour que tu vois tes amis, pour que tu penses aux anniversaires. En fait, on n'aura même plus besoin de le créer dans nos propres agendas. Moi, je pense qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui entre la productivité classique qui était basée sur le travail de l'humain et justement cette intelligence artificielle. Et on essaye d'accroître la productivité de l'humain avec des copilotes. C'est le grand terme à la mode aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais c'est bien évidemment une bataille perdue d'avance. Hier, j'étais à la Salesforce Tower pour une présentation et Salesforce a à cœur d'expliquer qu'ils sont pas là pour remplacer l'humain. Mon cul, je vous le dis, qu'en fait, l'objectif, c'est véritablement de remplacer l'humain. Et cette bataille, elle est bien évidemment perdue d'avance. Il va falloir repenser plein de choses pour que la valeur créée par l'intelligence artificielle profite bien évidemment à l'humain. C'est un sujet dont on a parlé régulièrement ici dans Silicon Carnet. Mais dans cette phase de transition, il y a encore cette compétition entre l'humain et l'intelligence artificielle, qui je pense est perdue d'avance. Mais quand on aura dépassé, je ne sais pas si ça sera de notre vivant, cette phase-là,
et qu'on aura trouvé une solution pour l'humain face à cette intelligence artificielle, en tout cas une solution économique, ben justement, on aura beaucoup de temps. Et on pourra peut-être, moi j'ai une version plutôt optimiste de la chose, c'est-à-dire que justement cette aliénation qu'on a aujourd'hui à travailler, à faire des tâches, si on arrive demain à la confier à l'intelligence artificielle, parce que moi ce qui m'inquiète énormément avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on lui confie des tâches plutôt intéressantes et pas vraiment des tâches. Aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle crée de l'art, elle fait de la poésie, elle écrit des choses, etc. Enfin, moi j'aimerais que l'humain soit l'humain qui fasse ça et que l'intelligence artificielle elle fasse justement toutes les tâches un peu plus rébarbatives, mais on va y arriver, je pense. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aura plus de temps à réinvestir dans nos relations sociales. J'ai peut-être une version un petit peu optimiste de la chose, parce qu'on en a absolument besoin. Ouais, Camille, tu voulais dire? Moi, je suis d'accord sur que le techno-solutionnisme, pour le coup, va être hyper bien pour dans la sphère professionnelle. Par contre, dans la sphère privée, il commence à avoir pas mal d'études qui sortent qu'en fait, l'objectif des applications comme Tinder, Hinge ou Bumble Amis, c'est pas que justement tu trouves des amis ou tu trouves un amour, parce que sinon tu reviens pas sur l'application. Donc le but, c'est de te rendre suffisamment addict pour que tu y retournes en espérant que pour une fois ça va marcher, mais que ils ont pas envie de solutionner ton problème. Donc c'est ça toute la différence, je pense, entre l'IA pro, où là, ils veulent vraiment solutionner un problème parce qu'ils voient l'intérêt économique, ou clairement Tinder il a aucun intérêt à te faire rencontrer ton amour en deux swipes. Il a intérêt parce à que faire... sinon tu arrêtes ton membership, t'as fini ça. quoi, en fait. Tu prends pas d'abonnement pour voir les et donc en fait ça va vraiment être rigolo de voir comment le truc va évoluer, et je pense qu'en effet quand le technosolutionnisme aura réglé le problème du pro, là peut-être que on va avoir un nouveau modèle qui va apparaître dans la version privée, où on va revenir, tu sais, aux lettres que t'envoyais autrefois à des inconnus. On va essayer des choses un peu plus random. C'est une version très romantique. Non, mais par contre, il y a beaucoup d'essayistes, de créateurs de contenu ici aux États-Unis qui parlent du tiers-lieu, c'est-à-dire du besoin d'aller recréer des lieux, une sorte d'espace qui ne soit pas le lieu de travail ou qui ne soit pas chez soi. C'est le café, le parc, la bibliothèque, où les gens se retrouvent et aujourd'hui, c'est vrai, dans nos sociétés, moi je le vois, ma fille, elle se retrouve où? Elle va au centre commercial. C'est le tiers-lieu pour elle, pour retrouver ses copines, c'est le centre commercial. Ou quand t'es professionnel et adulte, bah c'est le coworking, quoi. C'est l'espace de coworking. Et il y a plus ces espaces qui ne sont ni des espaces de consommation, ni des espaces de productivité où on peut se retrouver. Et alors moi j'avais l'impression, moi ça me terrifie ce que vous dites, parce que j'avais l'impression qu'en Europe c'était encore le cas, et j'ai l'impression quand je vais à Paris, les gens sont en terrasse. Oui, quand mais même. il s'est passé un truc exactement comme ce que tu disais, Carlos. Moi je l'ai vécu totalement différemment le Covid vis-à-vis de vous. J'étais à l'époque à BFM et j'allais tous les jours au boulot en fait pendant des semaines, tu vois, en mars 2020 là. J'y allais tous les jours, donc je croisais sur la route en gros les ambulances et les flics, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dehors. Mais en revanche, oui, je vais pas même évidemment moi aussi, moi inclus, il s'est passé un truc. Les gens se voient moins, on invite moins de gens très souvent à la maison. Alors certes, la semaine est très dense, comme tu dis, Flavie, avec nos agendas, etc. Et c'est très compliqué d'en sortir. Mais voilà, le week-end, tu le vois, il y a plein de choses il y a un avant-après. Les gens achètent moins de savon, moins de shampoing, moins de parfum, moins de vêtements. C'est un truc de dingo quand même. Il s'est passé un truc en 3-4 ans. Là, on a shifté. Et à la fois, on a visiblement un peu moins de besoin des autres, mais tu as cette solitude qui explose. Donc, alors nous, à San Francisco, il y a un autre phénomène. Donc, quand tu dis ils achètent moins d'argent, de vêtements, de savon, de trucs comme ça. Alors, moi, j'ai découvert ça, et des gens vivent en pyjama. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu vas faire tes courses, t'as à côté de toi une fille en pyjama, un mec en pyjama avec les cheveux complètement. Et quand je dis pyjama, c'est jogging ou c'est pyjama? C'est carrément pyjama. En vrai pyjama avec des tongs, des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est plus rien à foutre, quoi, en fait, quoi. C'est-à-dire que comme tout le monde vit chez soi, enfermé dans son cocon, ah putain, j'ai plus de lait dans le frigo, donc je vais aller acheter un truc, mais ils sont en pyjama, quoi, en fait. Moi, je ne m'imagine pas vous bosser en pyjama, moi j'ai du mal. Il faut que je mette des chaussures, même à la maison en remote, si je bosse de chez moi, il faut que je mette des chaussures. Non les gars, c'est fini ça. On est des vieux cons, ça, je te le dis. Ah ouais. Ah non, mais moi même pendant le Covid, je m'habillais tous les jours, hein. Tous les jours, tous les matins, j'étais habillée à 8 heures. Bah non, mais... Après, juste pour finir sur un truc un peu optimiste quand même, parce que là, c'est hyper dark ce que tu es en train de dépeindre. Moi, avec tout ce temps retrouvé, petite ref culturelle, donc fini les comex, les codires de 6 heures dans une salle, machin, l'open space, les collègues subis et compagnie.
Moi, je me fais quand même 3 heures de boulot deep work tous les matins sans dérangement. Mais par contre, je vais manger 2 ou 3 fois par semaine au resto avec des inconnus, des freelances à Nantes que je connais pas. Je me suis fait plein d'amis dans ma nouvelle ville grâce à ce nouveau mode de vie aussi. Donc, tu vois, moi, je perçois pas du tout la solitude numérique comme un enfermement nécessairement. Par contre, c'est vrai qu'il faut se bouger. Il y a plein de gens qui osent pas contacter des inconnus, qui osent pas aller sur les communautés en ligne et tout. Mais quand t'as les bons codes et que t'oses y aller et que tu te bouges un peu, bah tu peux faire des super rencontres. Et moi, tous mes potes que j'ai rencontrés depuis 2 ans, c'est quand même grâce à ma vie numérique et grâce à ce statut de l'indépendance. Vous êtes 12% en France, hein. 12% d'indépendants, intéressant. Ouais. Go yourself. Pour poursuivre sur cet épisode de Silicon Carnet, on a parlé de la solitude. Il y a une autre forme de solitude. On va pouvoir partir dans l'espace. Là, on sera définitivement seul. On avait envie de faire un point, Camille, sur où est-ce que on en est dans cette histoire de conquête de l'espace. On a entendu que SpaceX avait encore fait des prouesses récemment, enfin à moitié. Le truc est pas revenu, mais en tout cas, les derniers lancements. Je ne me rappelle plus du nom du lanceur en question, mais c'était le gros là cette fois. C'est notre ami Starship. Starship, etc. Avait été assez spectaculaire. Et toi, tu voulais nous faire un petit point sur la France qui aurait pas dit son dernier mot là-dedans. On savait que la France avant jouait un rôle dans la conquête de l'espace et surtout avait des lanceurs très performants avec Ariane, etc., etc. Et c'est vrai que on n'en parle plus. Moi, je me suis pas penché. Je sais que c'est un sujet qui toi t'intéresse. On en est où là-dessus, quoi? Eh ben en fait c'est assez rigolo parce que la France et surtout l'Europe est en train de suivre le même modèle américain, mais bon comme d'habitude on a 20 ans de retard. Donc le modèle en fait économique du spatial c'est le même en Europe et aux US. C'était le principe de tu dépenses 1 euro ou tu dépenses $1 et donc tu as une usine soit dans ton État soit dans ton pays. Donc aux États-Unis ton député faisait la guerre pour donner un budget et ça te garantissait des emplois dans ton État. En Europe on a ce qu'on appelle la règle du retour géographique. C'est-à-dire que chaque pays reçoit une charge de travail alignée sur son financement d'un programme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 3 milliards de trésorerie à l'ESA, puisqu'on peut pas reporter. C'est-à-dire que si jamais tu fais un projet, tu peux pas dire, moi, j'ai pas les infrastructures dans mon pays, c'est l'Allemagne qui va le développer. D'accord. Donc du coup, on a plein d'argent aujourd'hui à l'ESA qui n'est pas utilisé parce que tu peux pas l'utiliser d'un projet à l'autre. Et c'est là où ça devient rigolo. Donc il est temps d'investir pour la France pour qu'on puisse utiliser cet argent-là, c'est ça? Bah c'est ça. Et du coup, aux États-Unis, eux, ils ont vu que cette règle, elle empêchait le développement. Donc vers les années 2000, ils ont lancé le New Space. Et donc t'as eu l'explosion avec SpaceX, Blue Origin et Virgin. Et en France. Et en Union européenne, en 2025, tu as un petit projet qui est de choisir le prochain mini-lanceur et macro-lanceur pour l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on est à poil. Et donc, la France se dit que, et il se murmure depuis un certain temps du côté de l'Élysée qu'ils voudraient reprendre le pouvoir sur ce sujet-là. Donc, ils ont utilisé France 2030, qui est le projet de la BPI, pour donner 400 millions, donc 100 millions à 4 boîtes françaises, pour en fait qui deviennent des champions pour que dans la compétition de 2025, ils soient capables. Mais 100 millions, c'est meaningful ou on est en train de parler de cacahuètes? C'est l'étape 1. Si tu mets 100 millions et que tu leur donnes accès à Kourou, ça permet en tout cas de faire des trucs sympas. Après, il va falloir clairement mettre beaucoup plus d'argent sur la table, faut pas avoir d'illusions. Mais pour le premier tour, on va le trouver où cet argent? France 2030 a un gros budget et après t'as l'Union européenne quand même. En fait là on prépare le mini champion qui après va postuler au truc européen. Alors après si on fait un petit parallèle avec les États-Unis, aujourd'hui pour la petite blague, aux États-Unis on a fait en 2023 107 lancements quand en Europe il y en a eu 3. SpaceX est capable de faire 3 lancements en une soirée quand nous on en fait 3 dans une année, donc c'est pour vous dire à peu près le niveau de réactivité. Ces 3 lancements sont ridicules, mais en plus non seulement on n'est pas capable de faire des lancements nombreux, c'est pas réutilisable et le coût est complètement délirant. Mais il faut peut-être arrêter au bout d'un moment, non? Ma grande peur c'est que aux États-Unis on a eu la capacité que ce soit le privé qui prenne le relais. D'ailleurs, pour info, aujourd'hui, la NASA a tellement diminué son budget que JPL a dû virer 500 personnes et que le projet Mars Return... C'est qui JPL? C'est Jean-Pierre Lenoir? Non, c'est qui JPL? Nous en parle de JPL comme si nous on connaissait JPL. C'est qui JPL? C'est Jet Propulsory Lab. C'est le laboratoire que j'ai visité. Vous voyez? Moi, je crois que c'est Jean-Pierre Lenoir. Hein, moi, si Jean-Pierre Lenoir nous écoute... Non, c'est un laboratoire fait avec Caltech. Et en fait, c'est eux qui ont envoyé l'hélicoptère et le rover sur Mars en 2020.
Le projet, c'était t'envoies l'hélicoptère, tu fais des échantillons et tu les ramènes sur Terre. Sauf que la partie Mars retourne, là, elle est frisée, voire annulée quasiment. À cause de la NASA, parce qu'elle a plus de budget, quoi. C'est ça. Et donc moi, ma peur, c'est que en Europe, non seulement l'ESA va tomber dans le même idée en se disant c'est le privé qui va prendre le relais, sauf que le privé n'a pas les moyens de prendre le relais en Europe. Mais c'est qui le privé en France ou en Europe? Il y a personne. C'est bien ça le problème, c'est que du coup. Ça pourrait être qui? Bah aujourd'hui, parce que Xavier Niel, par exemple, je le sens pas excité par l'espace. On n'a pas d'Elon Musk. Le grand problème, c'est qu'avant dans l'aviation, on avait Dassault et Lagardère qui étaient à fond, et maintenant ils sont complètement sortis. Ça les intéresse plus du tout. Maintenant, ils veulent les télécommunications et l'IA. Et c'est le problème de l'Europe, c'est que t'as aucune family office qui est prêt à mettre de l'argent. Le seul pays où ça existe, c'est en Allemagne. Et typiquement, Exploration Company, qui est une boîte créée par Hélène Huby, elle est financée franco-allemand, elle est financée par des family office à Munich. Mais malheureusement, comme il y a la guerre franco-allemande, t'imagines bien qu'on n'a pas trop envie que ce soit nos amis allemands qui gagnent. Donc du coup, moi j'ai donc c'est encore une petite guéguerre entre les Français et les Allemands. On est en train de se réveiller parce qu'on a l'impression que les Allemands prennent de l'avance sur le privé, quoi, en fait. Il y a ton ami Thierry quand même ça va te faire plaisir, spécial dédicace pour toi. Attends, tu veux rire, il est aussi là-dessus? Non, justement, il a fait une sortie sur... Notre leader suprême, il est aussi sur le sujet de la Space Tech. Il a fait une sortie sur France Inter en disant que si lui était responsable des lanceurs, ça marcherait, mais comme il n'est pas responsable parce que c'est pas dans son mandat, donc j'ai pensé à toi. Qu'est-ce qu'on fout, quoi, en fait? Est-ce qu'il faut mettre Thierry sur tous les sujets? Je vous le dis, dès qu'on a un problème en Europe, foutez Thierry. Mettez Thierry et Thierry vous règle le problème. Et il sort un texte, il régule et puis c'est fini. Ça de dire comme c'est pas dans mon périmètre, ça n'avance pas. Non mais Baptiste retrouve le passage de France Inter qui était lieu, je te trouverai la date, où Thierry dit si jamais les lanceurs étaient dans mon système, ça avancerait. Je peux vous dire que ça ferait longtemps qu'on serait sur Neptune. Dont je dis, et je le redis, je suis pas responsable des lanceurs, peut-être malheureusement, parce que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup de leadership. Il faut que moi, j'assure la sécurité de notre constellation, c'est absolument clé dans nos vies quotidiennes. Blague à part, en ayant parlé à pas mal de gens du côté de la NASA, j'ai une grande peur, c'est qu'en Europe, en fait, on était plutôt bon sur ce sujet-là. Et en plus, il y a l'Inde et la Chine qui s'y mettent et la Russie. Donc autant te dire qu'on n'est plus tout seul dans la battle. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux envoyer un truc dans l'espace, t'as SpaceX ou SpaceX en fait. Il y a pas 36 choix. Donc pour le coup, Elon, il a un carnet. On a loupé ça aussi, quoi. En fait, putain. Il a un carnet de commandes assez sympa. On a loupé le truc. Bon, ok. Le président du CNES a envoyé un message d'alerte le 28 mars dernier. Alors il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Il a considéré que effectivement l'industrie spatiale européenne, qui est largement française, est en danger. Et il a même utilisé cette phrase. Notre industrie ne pivote pas assez vite. Il faut bouger rapidement, réduire les cycles, réduire les coûts. Sinon, on va tous crever, quoi. En fait, c'est ça ce qu'il a dit. Et il a utilisé ces termes-là. Alors, je peux vous dire que les mecs à l'Élysée et tous les directeurs de cabinet qui étaient là, en se disant, oulala, mon Dieu, ils sont rentrés à une sorte de reboot de Mac. En fait, on n'a pas compris. Bon, il va se faire virer. Mais en même temps, mets-toi à leur place. On va mettre Thierry Ça Breton. coûte beaucoup d'argent. On est complètement largué depuis, notamment depuis SpaceX. 20 ans. Ouais, au moins une dizaine d'années. Et on a des trucs, t'as le regain la guerre est en Europe. T'as le regain de l'inflation qui se calme un peu, mais à peine. T'as des élections qui se profilent avec des populismes partout. C'est sûr que le danger, il est essentiellement à court terme. Or, Mars, c'est en dizaines d'années. Enfin, Mars et le reste. Donc, c'est compliqué. Go yourself. Bon, autre sujet, Seb, tu voulais nous parler des véhicules électriques. On nous avait dit que c'était vraiment le futur, que ça allait régler tous nos sûrement problèmes. Parce qu'il faut, on a un problème effectivement de pollution essentiellement dans nos centres urbains. Donc le véhicule zéro émission, sur le papier, c'était la bonne idée. Après, dans l'exécution, est-ce qu'on l'a bien fait? Peut-être pas. On a été pris de court là encore une fois par certains, notamment Musk avec Tesla, par les Américains. On s'est aidé aussi nous avec notre Dieselgate, rappelle-toi, il y a quelques années où on avait truqué les moteurs en cas de contrôle sur les émissions, etc. Toujours est-il qu'on a mis le coup de barre dans l'autre sens.
peut-être qu'on est allé un peu vite en besogne, ouvrant, on l'a raconté 1000 fois, la porte grande ouverte aux Chinois, qui s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, avec des BYD, des MG, enfin des marques qu'ils ont rachetées, qui sont aujourd'hui 100% chinoises par leur conception, leur propriétaire, etc. Et effectivement, l'électrique aujourd'hui, une fois que la hype est en train de passer, parce que ceux qui ont de l'argent sont équipés, tu le vois chez toi, on le voit chez nous. Moi, je suis, tu vois, dans ma petite banlieue parisienne, et je suis pas à Neuilly ou à Boulogne, je suis entouré de Tesla, il y en a partout aujourd'hui. Donc le truc, c'est commoditisé. Si tu veux, t'as une Tesla, t'as une Renault, c'est pas la même chose, mais franchement, il y a plus tant d'écart que ça. Et en tout cas, ça se voit, tu vois. Alors que les marchés sont au plus haut, c'est vrai à Wall Street, c'est vrai en Europe. L'action Tesla, elle a perdu 60% depuis ses plus bas de fin 2021. Donc tu vois, un peu plus de 2 ans. Moins plus de divisé par 2, et c'est peut-être pas fini. Il est peut-être encore temps de vendre. Moi, j'ai vendu mes derniers stocks, et donc il est peut-être temps encore de vendre Tesla. Enfin, ceci n'est pas un avis boursier. Ou d'acheter, voilà. On peut acheter le creux, mais le risque, il est plutôt pour moi à la baisse qu'à la hausse à court terme, en tout cas. C'est vrai que au-delà de Tesla, et comme c'était le premier de la classe, c'est intéressant, parce que quand t'as le premier de la classe qui déraille, tu peux te dire, oula, comment va la classe, quoi. Et derrière, effectivement, et vous l'aviez signalé, depuis quelques semaines, quelques mois, ce marché est en train de caler, sans mauvais jeu de mots. Il a calé aux US, il cale en Chine, il cale en Europe aussi. Les parts de marché se replie. On a vu en janvier, je crois, le diesel repasser devant l'électrique, ce qui était quand même pas facile à anticiper. En France, comme dans plein de pays, on est obligé de raboter, d'enlever 1000 ou 2000 balles sur les subventions parce que ça commence à coûter un bras. À chaque fois, tu vois, on filait 4-5 000 euros à des foyers, parfois qu'on n'avait pas besoin d'ailleurs, qui s'achetaient parfois des hybrides rechargeables à 50, 80, 100 000 euros. Tu vois, donc à donner de l'argent public à ces gens-là, à quoi bon? Et puis, on a tenté d'autres trucs, tu vois, de mieux cibler en France avec le leasing social, où pour moins de 100 balles, tu pouvais avoir une petite citadine pour 150 balles, une berline, on va dire, on SUV. Ça a été victime de son succès. On l'avait capé à 20 000, on l'a arrêté à, je sais plus, 40 ou 50 000. Et boum, le truc est plié. On le reverra peut-être en 2025, mais voilà, ça a été trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne donne pas de subventions aux gens, les gens. Ça coûte trop cher. Pour l'instant, ça coûte trop cher. Ça va baisser, ça va continuer à baisser. Mais aujourd'hui. C'est pas le cas en Chine, où on te vend des véhicules électriques qui sont pas des pots de yaourt, pour 10 000 balles. Et d'ailleurs, ça leur a permis de régler le problème c'est les voitures qui vont débarquer chez nous. Atmosphérique, où c'est les voitures qui vont en Chine. En Chine, les villes étaient submergées d'une sorte de brouillard. De pollution, et depuis 5 ans ils sont passés, c'est hallucinant, il y a que c'est plus de 50% des véhicules sont maintenant électriques, et ça a réglé effectivement le problème. Mais en France, une bagnole neuve, c'est 35 000 balles. Une bagnole en moyenne de voiture électrique, c'est souvent un peu plus cher, c'est 10, 15, 20% de ça. On peut pas se le permettre. Plein de gens ne peuvent pas se le permettre. Et pour terminer, évidemment, Musk, c'est le problème dans le problème. Et je vais pas faire de moralité de tout ce que vous voulez, parce que et pourtant il y aurait beaucoup à dire sur ces frasques, ces tweets, ce que vous voulez. Mais ne serait-ce que le personnage clive et fait plus forcément rêver. On l'a dit. Tu vois, il y a des Tesla, encore une fois, il y en a partout. Sur le bon coin, tu as des Tesla à 20 000 balles. Ça n'existait pas avant. Avant qu'ils baissent ses prix, et puis avant qu'il y en ait des milliers sur nos routes. Donc, voilà, on s'interroge. Non, mais il y a un problème sur le personnage Musk. Je montre cette photo qui est assez intéressante, et je l'ai vue moi à San Francisco. T'as des gens qui ont acheté une Tesla et qui rajoutent un sticker sur leur pare-choc arrière en disant j'ai acheté cette Tesla avant que Musk devienne un connard. Donc c'est vraiment pour expliquer ça. Et aujourd'hui, on voit, en tout cas à San Francisco, une montée. C'est le truc à la mode, c'est plus d'acheter une Tesla, c'est d'acheter une Rivian. Et je pense que c'est très lié au fait que justement il y a un problème sur, comme tu dis, sur le personnage Musk, et que les woke de SF, ils veulent du véhicule électrique, ils veulent un véhicule électrique qui socialement soit meaningful, mais ils veulent pas non plus du Musk. Donc du coup, ils achètent des Rivian, ce qui est très drôle parce que les Rivian, c'est des gros véhicules électriques. On a affaire à des sortes de pick-up, quoi, en fait, électrique. Mais moi, j'en vois de plus en plus. Le truc qui est à la mode, c'est le Rivian. C'est pas le petit véhicule électrique, c'est le gros véhicule électrique. Je pense que le problème, c'est ça aussi, c'est que on a pensé que le véhicule électrique devait être à l'identique d'une véhicule thermique, quoi, en fait. Alors que on n'a pas fait, on s'est dit, je veux bien passer à l'électrique,
mais je veux quand même que le véhicule électrique soit la même chose, ressemble à mon véhicule thermique. Or, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est une connerie parce qu'à 2 tonnes, 2 tonnes et demie, faut quand même traîner le truc. Et à part la France et 2-3 autres pays que je saurais pas citer, où on est à 75% d'électricité d'origine nucléaire, donc décarbonée, bah si ton énergie elle vient d'une centrale thermique, charbon, gaz, co, bah c'est pas top du tout. Et avant 100 000 km, ton bilan du puits à la roue, il est super négatif en fait. En fait, moi, je pense que le problème, c'est que Elon, quand il a lancé son projet, il a étouffé toute l'innovation en Europe et aux États-Unis en prenant la première place. Donc, en fait, nous, on a les constructeurs habituels, ils ont juste copié les modèles actuels, mais eux, ils ont pas l'agilité d'Elon pour être beaucoup moins cher. Elon, lui, il a vraiment baissé ses prix. Si on regarde depuis le début, c'est ce qu'il avait dit, et il est en train de le faire. Et en Chine, eux, ils ont dit, bah comme ils détestent tout ce qui est américain, ils ont dit, on va faire un contre-pouvoir. Ils ont lancé des voitures qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins chères, qui ont vraiment réglé des problèmes de pollution. Et là, ils ont lancé une voiture qui est Xiaomi, qui est une voiture, et la plupart des gens disent, ça ressemble à une Porsche. En fait, c'est une voiture électrique et là, ils ont lancé la commercialisation. Porsche aussi a lancé son véhicule électrique, magnifique. Sauf qu'on est 10 000 euros face à mon avis, pas le même prix. Hein, mais Ouais, mais Tesla, son but, c'est plus que de vendre des bagnoles électriques, quoi. C'est sa mission, c'est accélérer la transition vers d'autres formes d'énergie, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est un peu le réduire à juste, ok, la Tesla, tout le monde en a et elle a baissé en prix. Bah oui, mais il a réussi son pari de foutre des bornes partout, de mettre des infrastructures partout, de faire réfléchir les gens sur cette forme de transition qui est peut-être pas plus vertueuse, mais en tout cas, ça a le mérite d'aller dans le sens de là où il a l'air de vouloir aller. Quelques réflexions aussi. Vous avez vu que Hertz avait décidé de vendre ses 20 000 véhicules électriques. Il avait créé au moment une flotte de 20 000 véhicules. Bah, ils sont en train de toutes les vendre. Et je pense aussi que c'est ça aussi qui fait que le marché du véhicule électrique d'occasion, non seulement les prix de Tesla ont baissé, donc forcément ça a un impact sur le marché de l'occasion, mais en plus tu as Hertz qui met 20 000 véhicules électriques sur le marché d'un coup. Alors c'est très intéressant quand on étudie la raison pour laquelle ils se débarrassent en fait de leurs véhicules électriques. C'est qu'en fait les gens louent des voitures électriques parce que c'est une façon pour eux de tester la voiture électrique, mais c'est vrai qu'elle se conduit pas de la même façon et que le taux d'accident est super élevé. En fait, les gens savent pas conduire les voitures électriques. Quand une Tesla, c'est vrai qu'il y a un petit moment d'acclimatation. Et donc le taux est super élevé et donc leur prime d'assurance augmente. Et d'ailleurs, ces primes d'assurance augmentent pas simplement pour Hertz, mais pour tous les propriétaires de véhicules. Ça coûte très cher. Beaucoup plus réparer ce genre de véhicule en fait. Cher, ça coûte encore plus cher chez Tesla. T'as assez peu de réparateurs agréés. T'as un réseau assez faible en France. Tu vois, ils sont en gros dans un par région. Donc t'as une vingtaine de points Tesla. Et effectivement, ce que tu dis est vrai. Donc ça coûte plus cher de les réparer. C'est pas forcément les véhicules les plus fiables, ce qui était pas forcément vrai au début. La valeur résiduelle à cause de ces baisses de prix pour quantité de raisons a fortement baissé. Bon, on n'est pas loin de la perfect storm. Et concurrence en fait des Chinois. Les chiffres, je vous montre les chiffres là de vente. Tesla était le numéro 1 jusqu'à présent de vente de véhicules électriques dans le monde, avec au dernier trimestre de 2023 plus de 435 000 véhicules de vendus, qui était un petit peu en baisse par rapport à Q2. Et Model Y, je crois que c'était la voiture la plus vendue l'an dernier dans le monde. Hein. Ouais, c'est absolument. Sauf que effectivement, il y a BYD qui est là et qui vient de dépasser Tesla puisque ils étaient au coude à coude Q3 2023 et là les chiffres de Q4 viennent de tomber et BYD a vendu 526 000 véhicules électriques, alors essentiellement en Chine, personne les achète ici, alors que Tesla n'en a vendu que, j'ai envie de dire, 484 000, qui est quand même en hausse par rapport à Q3 de 2023. BYD, ça arrive en Europe, si c'est pas déjà le cas. Moi, j'en ai jamais vu, mais je pense que ça arrive. Et rappelons que c'est Warren Buffett qui a misé dedans. Il a peut-être, je sais pas, 5% du capital. Il a pas acheté de Tesla, tu vois. Il a acheté du BYD. Et leur véhicule est beaucoup moins cher. Et je le montre là, les véhicules. Ils sont pas, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas moche. On n'est pas sur de la Lada. C'est ça. Ça commence à être crédible. Tu sais. Ouais. Ah, ça commence à être vraiment crédible. Bon ben voilà les amis, c'était ce qu'on pouvait dire cette semaine. On a dit plein de choses, on a parlé de plein de sujets. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hasta luego amigos. Passez une bonne semaine. On vous embrasse. Bye bye.